Nous sommes très heureux de recevoir ici Walid Jumblat, qu'on ne présente pas, évidemment, qui est le leader de la communauté druze du Liban, qui est président du Parti socialiste progressiste libanais, qui est député dans cette chambre qui se proroge avec régularité et dynamisme. Bon, le titre que nous avons donné à la rencontre, c'est le Liban face à la crise syrienne, mais on va aussi parler du Liban lui-même, je pense, un peu, hein, pas seulement de la crise syrienne. Il y a beaucoup de sujets d'actualité. Hein, on n'est pas dans un problème immuable, même s'il a des aspects immuables. Walid Jumblat vient par exemple de témoigner devant le tribunal chargé d'enquêter sur l'assassinat de Rafik Hariri. Voilà une actualité. Il y a le blocage de la présidentielle libanaise avec le face-à-face de Jaja et de Aoun qui n'est évidemment pas fait pour débloquer l'impasse, de toute évidence. Il y a les rapports de Walid Jumblat avec le Hezbollah, ce qu'il pense du Hezbollah. Ça fait partie des déclarations d'actualité sur lesquelles on pourra revenir. Et puis peut-être quelques mots quand même du contexte moyen-oriental. Je pense à ce qui se passe avec l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie, mais je pense aussi à la probabilité d'un accord sur le nucléaire iranien le 30 juin prochain. Est-ce que c'est un élément qui est de nature à faire avancer le dossier syrien et le dossier libanais? Voilà, là aussi une question. Et puis sans doute celle qui est la plus d'actualité. Vous avez devant vous un semi-retraité heureux, puisqu'il vient de passer la main officiellement à son fils, Timour. Ça aussi, ça méritera peut-être une question, au moins une. Oui, à Timour, évidemment, mais à vous, parce que c'est... on dit toujours que la classe politique moyen-orientale et libanaise s'accroche à ses pouvoirs quand ce n'est pas à ses privilèges. Voilà un geste qui témoigne au contraire d'une passation. Donc je vous propose qu'on fasse comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on demande à Walid Jumblat d'introduire la rencontre comme il l'entend, entre un quart d'heure et 20 minutes, 25 minutes, enfin, comme vous voulez. Et puis ensuite, il répondra à vos questions et à nos questions. Voilà. Je vous en prie. Écoutez, le titre général, c'est le Liban face à la crise syrienne. Je pourrais rajouter le Liban face au nouveau grand jeu de ce qui se passe au Proche-Orient. On ne peut pas dissocier le Liban du Proche-Orient. Alors, je vais faire quelques constatations. Après 100 ans, nous assistons à l'effondrement des États-nations qui ont été créés par les fameux accords de Sykes-Picot. 100 ans presque. Précisément de l'Irak et de la Syrie. Maintenant, actuellement, ces deux États, enfin, il n'y a plus d'État. L'État syrien aussi va s'écrouler. Il y a des guerres sectaires, confessionnelles, entre chiites, entre sunnites, des conflits ethniques, arabes, kurdes, potentiellement, kirkouk, expulsion massive des chrétiens arabes, expulsion massive, Mossoul par l'État islamique, et même avant l'État islamique, aussi les chrétiens d'Irak n'étaient pas dans une très bonne position. Épuration des minorités pré-islamiques, si je peux utiliser le terme, c'est-à-dire les Yazidis et le reste, parce qu'il y a des minorités qui ont été tolérées par l'islam. Maintenant, ils sont en train d'être expulsés. Bon, il y a la destruction massive de l'héritage culturel et archéologique avec pillage de la région de ce qu'on appelle le croissant fertile,
par l'État islamique et par les autres. Sort incertain en Syrie des Alaouites et des Druzes. Bon. Sur le plan général, c'est un conflit ouvert chiite-sunnite, malheureusement. C'est une guerre fracticide de plusieurs centenaires, conflit à l'époque, d'après moi, politique, purement politique, à l'origine sur la succession du prophète Mohammed, puis après, oserais-je dire, théologiquement falsifié par plusieurs scénarios, et depuis là, depuis 1400 ans, on n'en finit plus. Alors, ce sont des milliers de morts pour qui va succéder à Mohammed, mais enfin, c'est l'histoire passée. On n'a pas pu sortir de cet engrenage infernal. Je vais mettre un titre, Émergence de Nouvelle-Mecque. Vous allez me dire, ça c'est de la profanation. J'ai dit non. C'est-à-dire quand on voit qu'à Najaf, l'année passée, il y a eu 20 millions de visiteurs, et à la Mecque, en Arabie, il y a eu 5 millions. C'est de nouveaux pôles d'attraction aussi qui montrent la division profonde des musulmans. Bon, sur le plan de rapport de puissance, rapport de force, émergence d'une grande puissance au Proche-Orient, la Perse, l'Iran islamique. Appelez-la comme vous voulez, moi je préfère la Perse. Au détriment des Arabes, au détriment de ce qui reste des Arabes. Je ne vais pas maintenant mentionner le rôle de l'Égypte. L'Égypte est marginalisée. Il faudra beaucoup de temps pour que l'Égypte puisse reprendre le rôle d'antan, et j'en doute. Bon. D'où la finalisation des accords américains-iraniens. C'est un acquis. Ça va se passer à la fin de ce mois, à la fin de juin. Ça va augmenter les acquis politiques et expansionnistes de la Perse qui se trouve au Liban, en Irak, au Yémen et en Syrie, qui se trouvent d'une façon ou d'une autre dans ces 4 pays. Bon. Il y a des déplacements massifs des Arabes sunnites en Irak et en Syrie, déplacements dus à l'État islamique et les milices multiples créées à l'époque par Maliki, les milices multiples à connotation chiite, et avec les milices de monsieur c'est un titre, monsieur Soleimani, c'est un titre raisonnable, je pense, le fameux général Soleimani. Bon, c'est un peu, si vous voulez, la revanche de Darius sur Alexandre. C'est un peu la revanche de Cyrus sur Khalid ibn al-Walid, le fameux l'épée d'Allah, qui avait battu et les Byzantins et les Perses à l'époque des conquêtes musulmanes. Qu'est-ce qu'il reste à part Sykes-Picot? Il reste le Liban de Gouraud, il reste la Jordanie de Churchill, il reste la Palestine, Israël de Balfour. Le Liban face à ce grand jeu. De quelle façon aborder le sujet? Je vais l'aborder de façon un peu décrire de façon succincte la position de chaque minorité libanaise. Les chrétiens libanais, division politique aiguë au détriment de leurs intérêts, parce que ça empêche le déblocage de la présidentielle. Et c'est symbolique d'avoir un président. C'est le seul pays au Proche-Orient où il y a un président chrétien. C'est une symbolique très importante. Mais leur crise, leur haine entre eux empêche le déblocage. Il y a, d'un côté, vous avez le clan pro-Hezbollah, c'est-à-dire le général Aoun. De l'autre côté, le clan de M. Jarjah. Résultat, 2 négations ne font pas un président. Ça me rappelle un peu le slogan de Georges Nakache dans les années 50, je pense, un grand journaliste. 2 négations ne font pas une nation. Il parlait du Liban. Les Druzes. La réconciliation du 7 août 2001 à Murtara avec le patriarche Sfer a porté ses fruits, c'est-à-dire a scellé, comment dirais-je, la guerre civile, la haine de la guerre civile, des guerres civiles, même des guerres civiles du 19e siècle et du 20e siècle. Bon. Personnellement, j'ai toujours appuyé le peuple syrien. C'est vrai que je sais que les Druzes libanais sont inquiets sur le sort des Druzes de Syrie,
qui sont pour le moment, la majorité, dirais-je, pro-régime, mais je vois déjà des changements, des signes de changement, mécontentement de s'enrôler dans l'armée à cause des pertes sévères qu'ils ont subies sur tous les fronts. Et même avec mes appuis, avec mon appui total au peuple syrien et mon refus de considérer Al-Nusra comme parti terroriste, j'ai pu jusqu'à maintenant protéger la petite minorité Druzes dans la région de Idlib, parce qu'il y a là-bas, au nord de la Syrie, une vingtaine de milliers de Druzes. Je pense qu'à long terme, quand le régime va basculer, va s'effondrer, les Druzes vont aller l'environnement, c'est-à-dire la majorité syrienne, c'est-à-dire les sunnites, le peuple arabe sunnite. Ça c'est mon analyse. Au Liban, disons que nous avons des différends politiques importants avec le Hezbollah. Eux, ils appuient le régime syrien, moi j'appuie le peuple syrien. Mais disons qu'il y a une certaine tolérance. On se tolère, ça va, on se comprend. Donc, c'est bien. Les chiites. La mouvance principale des chiites, Hezbollah, est pro-Assad, combat en Syrie parce que ils sont à la solde de l'Iran. Nabih Berri essaie d'avoir une position plus ou moins un peu médiane, le président de la Chambre. Il fait de son mieux pour maintenir l'idée de dialogue entre le courant du futur, présidé par M. Saad Hariri, et le Hezbollah, ce qui est bien. Bien entendu, on ne peut pas généraliser et dire que tous les chiites sont Hezbollah, non. Ils ont aussi une inquiétude sur le futur. Il faut aussi comprendre leur inquiétude, surtout par le fait que, il y a eu quelques expulsions, pas massives, mais importantes, du Golfe arabe, c'est-à-dire des Émirats, pas encore et un peu de l'Arabie. Sans parler maintenant des conséquences de la guerre du Yémen, ça c'est une autre paire de manches vraiment imprévisible. Les sunnites, pour le moment, le courant modéré prévaloir, le courant de M. Saad Hariri. Et le dialogue continue, comme je l'ai dit, avec le Hezbollah. Mais c'est aussi un malaise sunnite parce qu'à cause de la tension sectaire généralisée, le feu syrien, le feu irakien, et l'ingérence de Hezbollah en Syrie. Puis il y a aussi une autre dimension, c'est la frustration qui augmente par le fait de la pauvreté et la paupérisation importante, surtout dans le nord du Liban, à Tripoli et au Akkar. Et aussi, vous avez, des deux côtés, ça, chiites et sunnites, vous avez la prolifération d'écoles ou d'instituts soi-disant religieux qui diffusent la haine sectaire des deux côtés. Chacun accuse l'autre d'être infidèle. Ça, c'est aussi une chose. Avec des chaînes de télévision. Les réfugiés syriens, pour le moment, je ne vais pas dire que c'est tolérable. On n'a pas pu, à cause de l'attitude raciste de certains partis libanais, de certaines communautés libanaises, nous n'avons pas pu ériger des camps pour donner à ces malheureux le minimum de confort. J'ai dit le minimum. Alors, ils sont dispersés un peu partout. Est-ce que ce sera plus tard une bombe à retardement? Je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne peux pas répondre, on ne sait pas. Je ne sais pas. L'État libanais fonctionne tant bien que mal, malgré le fait qu'il y a paralysie totale sur le plan de la présidence, mais ça marche. M. Tamam Salam fait un bon travail, un excellent travail. Le grand défi, comment maintenir le Liban de Gouraud? On a vu que l'Irak et la Syrie de Sykes-Picot se sont effondrés totalement. Comment maintenir le Liban de Gouraud? Bon, je ne vais pas demander la réinstallation du mandat, peut-être un de ces jours. Bon, à l'époque, je disais à M. Vidal, à l'époque du mandat, il y a eu 3 présidents chrétiens qui étaient non maronites. Bon, Fouad Debas était grec orthodoxe, Petrotrad était grec orthodoxe et Ayoub Tabet était protestant. Peut-être faudra prendre cette reformule, mais il faudra le mandat. Et puis, nous ne pouvons pas terminer, bien entendu, seulement sur le Liban. Je termine sur la Palestine. Parce que M. Balfour, Lord Balfour, pour le moment, doit savourer dans sa tombe un verre de champagne. Parce que,
Parce que maintenant, c'est pour le moment, j'ai dit. Alors, quelle sera la politique de la droite israélienne? Il faut s'attendre à tout. Quand on a des millions de citoyens syriens, irakiens déplacés de part et d'autre, ça pourrait aboutir un de ces jours peut-être à l'expulsion des Arabes de 48. J'ai dit peut-être avec cette droite chauviniste. Ça pourrait aboutir peut-être, j'ai dit aussi, à la construction du temple à la place de la mosquée Aqsa. Il faut s'attendre à tout. Bien entendu, ce qui se passe sur le terrain maintenant, c'est l'annexation supplémentaire de terres. Donc, la formule de deux États, un État qui coexiste côte à côte est impossible, est presque impossible, plutôt impossible. Il y a longtemps, George Cohn m'avait écrit « Le Proche-Orient a éclaté ». Comment dirais-je? Je veux dire que le Proche-Orient peut être détruit. C'est ce que je vais dire aujourd'hui. Merci encore. Je rebondis sur ce que vous avez dit de la Syrie. Vous voyez comment la suite des événements, vous donnez l'impression dans vos propos et puis dans ce que vous avez dit et que la presse a repris à plusieurs reprises, vous donnez l'impression d'être confiant vers une chute du régime et une transition, j'imagine, démocratique. Le peuple syrien va triompher. Mais les alliés, les amis du peuple syrien, à l'époque, il y a 2-3 ans, ceux qui ont promis par mots et par vos que Assad va chuter, n'ont pas donné les éléments nécessaires, les armes nécessaires, qualitatives, pour accélérer la chute. Et ces armes, c'était quoi? C'était les armes anti-aériennes. Jusqu'à maintenant, Assad dispose de ces hélicoptères de malheur et il bombarde et il détruit toute la Syrie. On n'avait qu'à donner ces armes, on aurait pu accélérer la défaite d'Assad et permettre à l'opposition modérée à l'époque de prendre la relève. Bon. Mais ça ne veut pas dire que le peuple syrien ne va pas triompher. Il va le triompher. Et le peuple syrien, c'est toutes les constantes. L'armée de Syrie libre, les Nusra, là en grande partie, c'est le peuple syrien. Tous les groupuscules, il y a beaucoup de groupuscules, je ne peux pas les énoncer maintenant, okay, je ne les connais pas tous, mais c'est un cours de l'histoire où Assad ne va pas triompher. Ça va se finir par une querelle de famille. Peut-être qu'ils auront l'idée suicidaire, les Alaouites, de faire le refuge alaouite quelque part, l'idée dès le départ, le refuge alaouite dans les montagnes, mais il a entraîné sa communauté aussi vers le suicide, par sa mégalomanie et par ses crimes. Vous dites que Bachar va disparaître, donc un dictateur va disparaître. Certes, mais quelques instants avant, vous avez dit que le communautarisme bloquait toute la vie politique au Liban. Comment vous voyez un avenir sans dictateur avec ces communautés qui ne savent pas vivre ensemble? En Syrie ou au Liban? En Syrie. Ça dépend maintenant aussi. Il faudrait, je répète, il faudrait essayer de donner. Qui ça? La clé, c'est l'Américain. L'Américain a trahi la Syrie. François Hollande était pour l'intervention. L'Américain a trahi la Syrie. C'est lui c'est les frontières par où peuvent passer les armes qualitatives. Les frontières turques et jordaniennes. Pas les frontières libanaises. Hezbollah les contrôle. Bon, frontières turques et jordaniennes. Ces armes ne sont pas passées. Bon, la majorité du peuple syrien, 75% dirais-je, est musulmane sunnite. Bon, là, il y a 6%, 2% pardon, de Druzes, je ne sais pas combien il y a d'Alaouites, peut-être 8%. Il y a aussi la composante kurde qui a une tendance partitionniste au nord de la Syrie. Mais c'est le peuple syrien qui va triompher. Bon, maintenant, alors, il faudra faire au moins un plan de base qui peut unifier tous ces différents partis pour la relève après Assad. Et ça, c'est l'effort principal où doivent assister, ou participer. Bon, maintenant, les acteurs. Il y a le Turc, il y a l'Américain, il y a le Saoudien, il y a un peu tout le monde. Il faut faire une composante, un programme unifié pour l'avenir de la Syrie. Sinon, je n'ai pas de réponse.
Mais il ne peut pas rester, il ne va pas rester. Ça m'a frappé tout à l'heure, vous avez parlé du Front Al-Nosra, dont vous déniez qu'il soit un mouvement terroriste. Je crois même avoir lu une déclaration de votre part où vous disiez que vous conseilliez aux Druzes de Syrie de se protéger avec Al-Nosra. Mais est-ce que ce qui s'est passé à Yarmouk, où Al-Nosra n'a pas joué un rôle très positif, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous en prie, je vous en prie. Ce n'est pas Nusra, on va aussi à un jeu perfide. Quand Nusra l'emporte dans certains secteurs, au Kalamoun, ou bien à Yarmouk, brusquement apparaît l'État islamique, Daesh. Et il y a une collusion maléfique entre le régime syrien et l'État islamique. Quand Nusra fait des progrès sur le terrain, brusquement apparaît l'État islamique. Yarmouk, il était assiégé depuis 2 ans, affamé depuis 2 ans, détruit, à 3 quarts détruit. Il y avait combien? Il y avait, je pense, 80 000 Palestiniens, même plus. Bon, il reste 10 000. Comment, soi-disant, par hasard, arrive l'État islamique? Là, je vois une complicité entre le régime et l'État islamique. Al-Nosra a résisté. A résisté. Mais puis après, bon, attends, au Kalamoun, ça se passe la même chose. Quand Al-Kalamoun, on prend un peu Nusra prend un peu d'avantage, bon, c'est l'État islamique. Et cet État islamique aussi, c'est un mystère. C'est un autre mystère, parce que, soi-disant, il y a une alliance de 60 pays qui sont censés combattre cet État islamique. Et jusqu'à maintenant, ils avancent. Ils ont hier pris Ramadi. C'est très bizarre, c'est très louche. Au moment de son départ, Lardar Brahimi, le négociateur des Nations Unies, disait que, en parlant des partis en présence, ni l'une ni l'autre n'envisage une solution autre que l'imposition de son point de vue. Vous qui connaissez bien la Russie, pensez-vous que, et puis son implantation en Syrie, pensez-vous qu'il est possible de leur parler ainsi qu'à l'Iran et d'aboutir à une position commune? Et que proposeriez-vous? Vous parliez des Américains, l'air de dire qu'ils ont les choses dans la main. Et comment reliez-vous cela à la négociation qui devrait intervenir, enfin, dont la fin devrait intervenir le 30 juin avec l'Iran? La Russie a fait de son mieux pour soutenir Bachar, qui a détruit son pays. Ils n'ont pas bougé depuis le premier point de départ. Avec Lavrov, j'ai vu Lavrov plusieurs fois, et c'était en 2013, et 2014, et 2015. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Et ils ne vont pas changer. La Russie et l'Iran ont fait de leur mieux pour détruire la Syrie. C'est très simple. Okay. Alors maintenant, je ne vois pas comment ils vont changer de position. Pour moi, la visite de Kerry à Poutine, c'était une capitulation supplémentaire américaine devant le Russe, ni plus ni moins. Parce que, bon, il y a un grand jeu. J'ai bien commencé mon intervention par un grand jeu maintenant. C'est l'Iran qui les intéresse. Toutes les sociétés occidentales maintenant sont aux portes de l'Iran. Gaz, pétrole et le reste. C'est 80 millions, un marché de 80 millions. Et les Russes aussi. Et le Russe aussi. Bon, l'accord va être finalisé. Bon, sur le plan peut-être technique, je ne suis pas connaisseur. Les Iraniens ont déjà le potentiel de faire une bombe un de ces jours. On leur a donné, l'accord leur donne 10 ans. Après 10 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais enfin, s'il y aura une bombe en Iran, il y aura des bombes un peu partout. Même chez le Hezbollah, peut-être. Oui, même question à propos des transitions. Comment vous voyez une sortie de l'impasse actuelle entre Jaja et Aoun? C'est quand même un duo de candidatures qui bloque par définition, je dirais, le processus. Est-ce que vous voyez une autre alliance possible? Autour de qui? Comment sortir de ce blocage qui est quand même un blocage éprouvant, je veux dire, dans une période aussi tendue dans la région, quoi? Je ne vois pas de déblocage. Et je ne vois pas que les deux grands ténors, ou les grands ténors maronites, puissent se mettre d'accord sur un candidat de compromis. C'est regrettable parce que, comme j'ai dit, c'est très important, symbolique au Proche-Orient, d'avoir un président chrétien dans une région musulmane, arabe musulmane. Okay. C'est très important. Mais je ne vois pas de déblocage, aucun déblocage. Alors,
On attend, mais bon, c'est au détriment, parce que on a bien dit, on a vu le sort des chrétiens du Proche-Orient. L'Irak, c'est presque terminé, Palestine reste encore 1%. La Syrie, je ne vois pas le chrétien syrien pouvant aussi rester dans une Syrie disloquée. Okay. Le Liban, c'est très important pour nous, historiquement, politiquement, mais je ne vois pas de déblocage. Je ne vais pas me défiler. Je vais vous poser la question qui me brûle la langue. Que pensez-vous de l'action de l'Europe, de l'Union européenne dans ce conflit? Écoute, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas, aucune idée. Vraiment, ça, c'est déroutant, mais je ne vois aucune action. Aucune action maintenant. Vous n'espérez rien? Écoute, sur le plan pratique, il y a bien eu la France qui a aidé le Liban via l'Arabie, n'est-ce pas, par l'armement. Les 4 milliards dépensés sur l'armement, c'est bien pour l'armée libanaise. Ça, c'est bien. Pour renflouer l'armée libanaise, ça va. Sur le plan général, ils ont fait quoi? M. Fabius a fait une tentative de résolution à l'ONU pour protéger les minorités, surtout les chrétiens. Mais je me demande comment il va les protéger. Parce que ces minorités, qu'elles soient chrétiennes ou même alaouites ou même toutes les minorités, même ceux qui sont libéraux, même les musulmans libéraux, n'auront pas de place dans ce Proche-Orient disloqué, détruit. Ils vont se réfugier ici. Vous voulez dire que les autres pays de l'Union européenne n'ont rien à faire du Liban, de la Syrie, de l'Irak? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont simplement rien fait. Je n'ai pas vu une action, simplement... Sur le plan de la Syrie, c'est pour la énième fois qu'on entend des déclarations, ou bien des Anglais, ou bien des Américains, qu'ils vont entraîner les milices de l'armée de Syrie libre pour combattre et l'État islamique et peut-être l'État syrien, et peut-être le régime syrien. C'est pour la énième fois qu'on entend la même histoire, le même mensonge. Encore une question qui me paraît importante. Vous donnez l'impression de ménager beaucoup le Hezbollah dans vos déclarations, y compris dans les déclarations que vous avez faites au tribunal chargé d'enquêter sur l'assassinat de Rafik Hariri, dont beaucoup accusent le Hezbollah d'être, sinon à l'initiative, en tout cas un agent actif. Vous avez aussi répété récemment que le Hezbollah était très important comme force de dissuasion à l'égard d'Israël. Comment vous retrouvez-vous dans cette, comment dirais-je, certaine tendresse à l'égard du Hezbollah, qui par ailleurs en Syrie est le bras armé, c'est le moins qu'on puisse dire, un bras armé plus efficace que l'armée syrienne, semble-t-il, du régime? Écoutez, j'ai accusé dès le départ, dès le premier moment, le régime syrien d'avoir assassiné Rafik Hariri. Et pour ce qui s'est passé à La Haye, c'est très clair. Il y a 7 ou 5 individus, je ne connais pas le nombre encore, inculpés. Les individus. Mais il n'y a pas, le Hezbollah n'est pas inculpé jusqu'à dernière heure. Je suis clair? Bon. En tant que représentant de la majorité ou bien d'une partie des Druzes au Liban, je dois bien aussi survivre. C'est une question de survie. Je ne peux pas m'amuser à me disputer avec le Hezbollah ou bien avec les autres. J'ai dit que la paix avec les chrétiens, finalement, s'est scellée en 2001, mais il faut aussi survivre. On a eu un moment difficile après le 8 mai 2007, un moment très difficile. Et avec beaucoup de patience, j'ai réussi à régulariser les relations entre Druzes et chiites. Maintenant, les Druzes sont inquiets sur le sort de leurs coreligionnaires en Syrie. Ça, c'est autre chose. Mais il faut survivre. Et puis, je ne peux pas m'amuser aussi. C'est vrai, je suis contre leur ingérence, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas moi qui décide s'ils vont se retirer ou pas. Leur force de dissuasion est très importante, ce qui est vrai. Mais en même temps, nous attendons un de ces jours que l'État libanais, seul l'État libanais, décide de la paix et de la guerre. On peut pas aussi, il n'y a pas cette coexistence entre un État libanais et une milice super équipée qui décide quand elle veut de faire la guerre et la paix. Ce n'est pas très logique. Mais maintenant, quand on voit la scène du Proche-Orient, on voit bien les entités non étatiques, le Hezbollah,
le Hamas. Demain, il y aura certainement Nusra, il y a l'État islamique. Nous assistons, comme je dis, avec l'effondrement des États-nations. Okay, nous assistons maintenant à l'émergence de composantes non étatiques, très puissantes, militaires, financières. Une question à propos du Liban, 35% de réfugiés syriens, un poids économique non négligeable. Comment voyez-vous les prochains mois sur un plan économique et social? Et je pense aussi à votre communauté. Comment je vois? Pour le moment, bon, la vague d'hystérie raciste est passée. Mais leur situation est misérable. Bon, maintenant bon, l'essentiel, c'est de leur donner l'éducation dans les écoles publiques libanaises pour éviter les éducations religieuses des innombrables instituts musulmans qui peuvent enseigner un peu de tout. Et quoi encore? Et l'hygiène. Le reste, je ne suis pas aussi je n'ai pas ce sentiment de xénophobie anti-syrien. C'est-à-dire que bon, avant c'était la xénophobie libanaise classique anti-palestinienne, maintenant c'est anti-syrien. Je n'ai pas ça. C'est notre devoir moral de donner le minimum d'assistance, mais aussi la communauté internationale de temps en temps contribue, mais pas suffisamment. Peut-être c'est à vous. Madame, attendez, vous prenez le micro, sinon on ne vous entendra pas dans la vidéo. Oui, je vous dis bonjour et je voudrais poser juste 2 questions. Bonjour, et je suis très contente de rencontrer Monsieur Jumblat. Je suis d'origine libanaise, franco-libanaise. Juste 2 questions. La première, est-ce que vous ne pensez pas que la structure même du gouvernement libanais basé sur le confessionnalisme est déjà quelque chose d'antidémocratique? Ça, c'est la première question. Et une des conséquences, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que l'idée étant que cette structure confessionnelle de l'État libanais ne génère-t-elle pas automatiquement des guerres civiles à répétition? Ça, c'est la première question. La deuxième, concernant ce que fait le Hezbollah au Liban, est-ce que vous adhériez ou pas au fait que, pour la première fois dans l'histoire du Liban, les frontières nord et sud, comme vous venez de le dire d'ailleurs, sont consolidées par l'œuvre de ce parti ou de cette fraction qui représente un peu plus du tiers de la population libanaise, mais qui n'est pas encore reconnue politiquement, ayant joué ce rôle historique. Écoutez, le confessionnalisme, on a essayé, c'était les années de gloire, c'était les années 60, la fin des années 60 et 70, quand mon père, avec l'Alliance de la gauche, le mouvement national, a essayé de changer le système politique. Bon, il n'a pas réussi à cause de l'intervention syrienne, le début de la guerre 75. Alors la lutte politique s'est tournée en lutte sectaire. Bon, nous étions à l'époque les pro-palestiniens, la droite libanaise était au départ pro-syrienne, puis après pro-israélienne. Il faut se rappeler que ce sont la droite libanaise qui a appelé les Syriens à intervenir au Liban. Bon, alors, et puis après, chacun de deux côtés est devenu un peu l'outil des puissances interposées. D'un côté la Syrie, de l'autre côté Israël. Bon, et c'était la guerre civile. Bon, le confessionnalisme, bon, pour le moment, je sais qu'il est antidémocratique, mais en même temps, peut-être cette diversité fait que plus ou moins c'est assez démocratique, c'est-à-dire ça peut résister à une certaine dictature. Bon, personne ne peut imposer son point de vue de force à l'autre, parce qu'il y a cette multiplicité de communautés, et c'est intéressant. Mais c'est antidémocratique pour un pays laïque comme la France, oui, c'est vrai.
Pour ce qui est de Hezbollah, bien, écoutez, non, madame, ou bien il y a un État qui contrôle les frontières, ou bien il n'y a pas d'État. Je viens de le dire. Ou bien il y a un État qui contrôle les frontières, ou bien il n'y a pas d'État. Cette ambiguïté ne peut pas continuer. Mais c'est un état de fait. On peut pas les obliger à se rallier à l'État. Peut-être un de ces jours, j'en doute. Peut-être un de ces jours, j'en doute. Merci. D'autres questions, Marie-Claude? Bon, non. Ici. Allez-y. Oui, bonjour monsieur. Je voulais effectivement revenir sur le fait que on a bien noté depuis quelques années que vous représentez la position centriste. D'ailleurs, le groupe parlementaire que vous avez est structurellement important puisque ça peut faire balancer la majorité dans un sens ou dans un autre, si je puis me permettre. Ne croyez-vous pas, comme l'a dit monsieur de Mistura ou même John Kerry au détour d'une interview, que, après 4 ans de guerre, Bachar el-Assad fait partie de la solution. Il n'est certainement pas la totalité de la solution, mais quand il faudra une conférence internationale type Genève ou Moscou, il est certain que ce soit l'Iran ou que ce soit effectivement l'État syrien, il sera bien évidemment un élément d'une solution de sortie de crise. Et je rajouterais d'ailleurs que notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a indiqué qu'il faudrait garder les structures de l'État et ne pas faire l'erreur qu'on a commise, il me semble, en Irak. Donc je voulais avoir votre point de vue là-dessus, puisque vous êtes un centriste. Ça n'a rien à faire avec le centrisme libanais. Je suis peut-être le seul avec quelques députés. Le reste, c'est pas. Ce n'est pas mon opinion qui va changer. Mais je suis assez pessimiste, cher monsieur. Je suis très pessimiste. Il y avait peut-être possibilité en 2000. C'était quand? C'était Genève. C'était 2013, je pense. 2013. Il y avait peut-être possibilité d'aboutir à un gouvernement transitoire. Mais entendons-nous, pas avec Assad, ou bien un gouvernement transitoire qui aurait eu toutes les prérogatives de gouverner la Syrie, libérer les prisonniers, voir le sort des kidnappés, des centaines de milliers, retirer l'armée des villes. C'était le premier plan de la Ligue arabe, si vous vous le rappelez bien. Okay. Maintenant, l'engrenage de violence est terrible. Et même son armée est arrivée à bout de rouleau. C'est pour ça que les Iraniens ont fait une armée auxiliaire, n'est-ce pas? Bon, il y a le Hezbollah, il y a toute une internationale qui se bat chez lui, des Afghans, des Pakistanais, un peu de tout. Il y a même aussi les milices iraniennes de M. Soleimani, les Pasdaran. Alors, je ne sais pas comment on peut aboutir à une solution politique et je ne le vois pas lui-même se désister. Je prédis, peut-être à tort ou raison, une querelle de famille sanglante, n'est-ce pas? Et puis après, la tentative d'aller faire ce petit ghetto dans le Sahel, qui est aussi invivable. C'est ce que je vois. Enfin, peut-être que les membres de l'opposition syrienne ont une autre opinion. Ça, c'est mon opinion. Merci. Marie-Claude? Oui, bonjour. Je souhaiterais avoir votre point de vue. Ah oui. Oui, je souhaiterais avoir votre point de vue concernant les réfugiés palestiniens au Liban. Et notamment l'application ou la non-application du protocole de Casablanca, qui date de 1965, et qui était censé accorder les mêmes droits aux Palestiniens que la population locale dans laquelle ils sont installés. Là, je reviens du Liban où j'ai séjourné dans l'hôpital Amshari à Saïda et j'ai visité le camp d'Ain Eloué qui se trouve dans une situation insupportable. Et les Palestiniens sont soumis à des restrictions en matière d'emploi qui sont très, très graves. Et donc, j'aimerais avoir votre point de vue sur ces réfugiés palestiniens du Liban. Écoutez, madame, nous avons promulgué une loi, je pense, il y a quelques années, avec des efforts. Il a fallu faire des efforts
très difficile. Mais c'est grâce à M. Berry et grâce au courant du futur qu'on a pu faire passer cette loi qui, théoriquement, donne le droit de travail aux Palestiniens. Mais jamais cette loi n'a été appliquée. Jamais. J'ai bien dit, il y a un racisme libanais, c'est un secteur de droite. Et quand je dis de droite, ça ne veut pas dire musulman, ça veut pas dire chrétien. Il y a de la droite libanaise qui est anti-palestinienne, anti-syrienne. On n'a pas pu. Je ne sais pas quels sont les protocoles de Casablanca, mais je sais que très bien que nous-mêmes, en tant que députés, nous avons promulgué une loi il y a, je pense, 2 ans, 3 ans, je ne me rappelle plus maintenant, donnant le droit de travail, mais jamais un ministre du Travail, tous ceux qui sont passés au ministère du Travail, ont fait tout leur possible pour ne pas accorder aux Palestiniens leurs droits. Alors les camps sont encerclés par l'armée et de temps en temps, bien entendu, parce qu'il faut bien la théorie de conspiration, que tous les mots possibles et imaginables viennent du Palestinien. Alors on accuse, on accuse l'État islamique que les camps palestiniens sont à l'origine de tous les maux possibles et imaginables. Je connais bien les subterfuges des services de renseignement libanais et de leurs alliés. Et est-ce que vous comptez faire quelque chose? Je suis seul, je ne peux pas. Vraiment seul, je regrette, madame, je ne peux pas. D'autres questions? Madame? Oui, c'est pour la vidéo, hein, sinon on n'entend pas. Faut-il parler à l'Iran? Et s'il faut lui parler, qui peut lui parler? De quoi faut-il lui parler? Peut-on dire que l'Iran a maintenant des intérêts légitimes dans la région? Qu'est-ce qui serait légitime? Quelles seraient les bases d'un accord? Puisque dans ces petites entités non étatiques que vous décrivez, il y a ceux qui ont des parrains évidents et ceux qui n'en ont pas d'évidents ou de directs. Pour l'Iran, il a un rôle important à jouer. Est-ce que vous songeriez à aller à Téhéran ou bien rencontrer les responsables iraniens qui rendent visite, qui visitent le Liban sans aller à Téhéran? Sans y aller, les rencontrer au Liban. Ils passent souvent. Disons qu'au départ, l'Iranien profite de la situation qui s'est passée après l'invasion de l'Irak en 2003. Je ne suis pas là, surtout ne me comprenez pas d'une façon erronée, je ne suis pas là en train de défendre Saddam Hussein. Mais la folie de Saddam Hussein a entraîné la dislocation de l'Irak, et la folie de Saddam Hussein conjointe avec la folie de M. Bush. Alors, l'espace est ouvert aux Iraniens. Maintenant, un espace vital très important. Le Sud, la majorité du Sud arabe, chiite, et aussi les Kurdes. Ils ont une influence assez importante, les Iraniens, chez les Kurdes. Au Liban, le Hezbollah, avant d'être Hezbollah, était, je pense, Jihad islami. Ils se sont installés grâce à Hafez al-Assad dans les années 80, 82, 83. Ça a commencé. Et comme vous le savez très bien, quand il y a eu la fameuse guerre irako-iranienne, le seul pays qui n'a pas participé à la guerre, c'était la Syrie. Ils ont appuyé l'Iran. Je ne vais pas aller en Iran, je ne représente rien du tout. Je vois très bien les données cyniques du grand jeu, j'ai bien appelé ça le grand jeu. L'Américain voit ses intérêts en Iran, l'Arabe perd lentement mais sûrement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore le Golfe arabe, l'Arabie saoudite. C'est ça. Avec la guerre du Yémen, ça va devenir un marché très fructueux pour vendre des avions supplémentaires et des munitions, au détriment de la richesse de cet argent arabe qui aurait dû être dépensé sur le développement, sur l'éducation, sur plusieurs autres choses. L'Iran, il pensait que Assad allait vaincre la révolte au mois de mars 2011 facilement. Il pensait qu'il allait mater la révolution pacifique en mois de mars. J'avais entendu parler de ça, de leurs responsables, de Hezbollah au Liban, et même de certains responsables en Syrie, parce que j'allais toujours en Syrie jusqu'à la rupture finale de juin 2011. Ça n'a pas marché. Mais ils vont s'accommoder, au lieu d'un État, ils vont s'accommoder de quelque part, ils auront une entité, ils auront un couloir. Je pense qu'ils veulent avoir un couloir Iran, Irak, Syrie, quelque part. Je ne connais pas très bien la géographie, mais s'il n'y a plus d'État syrien, ils vont essayer de s'accrocher quelque part pour avoir ce corridor pour approvisionner le Hezbollah. C'est ce que je vois.
Leur parler, ce n'est pas moi. C'est pas moi. Voilà. Pour parler pour dire quoi. Et je pense aussi que l'accord irano-américain, quelque part, je ne sais pas maintenant, quelque part, il y aurait peut-être une clause pour maintenant, on garde Assad en place. C'est les seuls qui peuvent rapatrier Assad chez eux. C'est le seul. Oui, moi j'ai vécu 15 ans à Beyrouth. J'étais à Beyrouth il y a 15 jours, j'étais encore à Beyrouth. Et je suis toujours surpris quand je reviens au Liban, on voit des immeubles de plus de 30 étages de haut, pas toujours occupés, loin de là. Et puis on a l'impression que les Libanais vivent dans une bulle. On se bat à 80 km de Beyrouth. Que pensez-vous? Il y a une spéculation, bien sûr, au Liban, mais que pensez-vous de cette situation très contestable de l'actuel Liban? Écoutez, oui, il y a une bulle, c'est vrai, mais maintenant, cette bulle, il va y avoir une crise, je pense, cette année. Il va y avoir une crise parce que tous ces immeubles, ces gratte-ciel horribles, parce qu'on est en train de défigurer le tout Beyrouth, il ne reste plus rien. On est en train d'importer Dubaï et la mettre en plein Beyrouth, Ashrafi et le reste. Alors. Et maintenant, il y a un nouveau projet de la municipalité, c'est de transformer le terrain de course près de l'ambassade de France. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Alors, ils vont maintenant, le dernier carré vert va être défiguré. Oui, on va essayer de le bloquer. J'ai appelé M. Saad Hariri parce que le maire fait partie du courant du futur. On va voir si on peut le faire. Bref. Mais ça, c'est Beyrouth seulement. Allez voir Tripoli, la pauvreté à Tripoli. Allez voir le Akkar. C'est de ça que j'ai parlé. Là-bas. Bon, Tripoli est gouverné par des milliardaires. Mais où sont les emplois pour les pauvres de Tripoli? C'est vrai, il y a eu des cycles de violence. Finalement, l'armée a réussi à mater un peu, à arrêter un peu tout le monde. Bon. Mais il faut de l'emploi. Qui va donner de l'emploi? Alors, nous allons vers une crise, lentement mais sûrement. D'autres questions derrière? Oui, je vous en prie. Oui, alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises le jeu iranien dans la région. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le jeu iranien dans la région. Vous n'avez pas beaucoup parlé de l'Arabie saoudite. Et j'aurais voulu savoir comment vous analysiez la politique saoudienne depuis le début de la guerre en Syrie. Écoutez, ou bien ils sont tombés dans un piège, ou bien il fallait faire une action, comme on dit, préventive au Yémen. Je parle du Yémen. Mais là-bas, leur protégé historique, Ali Abdallah Saleh, c'était bien leur protégé. Et c'était bien eux qui ont fait ce compromis, le compromis du Golfe, pour qu'ils se retirent, initiative qu'ils se retirent du pouvoir. Il les a trahis. Alors maintenant, le Yémen, comme vous le savez très bien, est imprenable. C'est un peu l'Afghanistan du Proche-Orient. Personne n'a conquis le Yémen. Les Ottomans se sont arrêtés seulement aux portes du Yémen, dans le port de Hodeïda. Nasser s'est cassé les dents au Yémen depuis 62 jusqu'à 67. Ce n'est que le compromis avec Faisal en 67 qui a permis à Nasser de retirer son armée du Yémen. Maintenant, c'est une grande aventure. Alors là, il faut être très prudent. Moi, je suis pour une solution politique au Yémen. Mais une solution politique au Yémen n'implique pas seulement les Houthis. Les Houthis, Ali Abdallah Saleh, bien entendu, parce que l'armée est contrôlée par les Zaïdis. Ça implique aussi le grand jeu. Le grand jeu, c'est qui? C'est l'Iran. C'est un dialogue irano-saoudien s'implique. Est-il possible? Est-il pas possible? Ça, je ne sais, ça me dépasse. Mais ce n'est pas une partie de manche facile, le Yémen. Mais pour nous, en tant que Libanais, et ce n'est pas un secret, j'ai appuyé l'intervention préventive à un moment donné au Yémen, simplement parce qu'il y a des dizaines de milliers de Libanais qui sont en Arabie et au Golfe. Alors si, comme prône Nasrallah parfois, ou bien certains de ses acolytes, ils prônent libérer la Mecque des infidèles. Alors, ça, c'est pousser les choses un peu trop, parce que ce sera vraiment la grande catastrophe pour les Libanais. Je parle d'un intérêt purement libanais. Mais continuer la guerre, ça ne peut aboutir à rien. Monsieur, attendez, vous aurez un micro.
Voilà, merci. Monsieur Jumblat, vous avez montré beaucoup de pessimisme quant à une élection d'un président de la République chrétien. Est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours un jour un président de la République chrétien au Liban où on va oublier cela? Écoutez, vous m'imputez la faute, ce n'est pas ma faute. Je suis aussi minoritaire. Qui n'est pas minoritaire au Liban? Même les grandes composantes, elles sont minoritaires. Bon, nous avons intérêt à ce qu'il y ait toujours un président chrétien. Mais allez convaincre M. Aoun, le général Aoun et Samir Jaja qu'il faut un compromis pour la pérennité, pour la continuité d'un président chrétien au Liban. Et maintenant, je ne sais pas, maintenant, je regrette de le dire, je parle de façon cynique, mais on a presque oublié qu'il y a une affaire de présidence. Maintenant, le monde s'habitue. Honnêtement, je doute que le monde s'habituerait si Samir Jaja était élu président. Parce que ça poserait des problèmes de cour pénale internationale, de tribunal international, etc. Ah, pardon. Bonjour Monsieur Jumblat. Je voulais m'adresser à vous en tant que leader du PSP. Sur la question syrienne, beaucoup de choses ont été évoquées d'un point de vue diplomatique, enjeux politiques. Mais je voudrais qu'on ait posé une question sur la question économique. C'est-à-dire ne pas oublier non plus que à l'origine du soulèvement en Syrie, il y a un mécontentement social avec une partie de la population agricole qui est déplacée dans le cadre de projets immobiliers de la famille Assad et qui sont entassés de façon misérable dans les faubourgs de plusieurs grandes villes. En Palestine, plus de la moitié des réfugiés palestiniens sont au chômage et ceux qui travaillent dans les colonies touchent à peine 25% du salaire minimum israélien. La population libanaise, de son côté, se paupérise et en effet, le symbole d'une reconstruction de downtown particulièrement fastueuse. De l'autre côté, une montagne qui, d'un point de vue environnemental, est de plus en plus détruite. Et comment faire pour remettre une activité économique et une politique industrielle sur l'ensemble de la région, qui, à mon sens, est aussi une des clés pour permettre une vie paisible, et en tout cas en paix, pour l'ensemble de la région. Donc, quel type de politique économique autonome et indépendante? Il faut mettre bien fin au conflit en Syrie et en Irak. Bon, au Liban, il n'y a pas de conflit, mais au Liban, il faut adopter une politique sociale plus juste. Donc, il faut l'un des slogans du Parti progressiste socialiste à l'époque de mon père, c'était l'impôt progressif. Mais quand on se heurte aux banques, bon, on ne peut rien faire. Et à la classe politique dont je fais partie, je ne fais pas maintenant l'innocent. On se heurte au blocage total. Alors, mais pour parler de la Syrie et le reste, il faut bien arrêter, mettre fin au sang, à la guerre. En Palestine, bon, à l'occupation. Je ne sais pas si je satisfais votre réponse. Bonjour. En fait, à plusieurs reprises, vous avez soulevé la question de l'éducation. Effectivement, l'ensemble des populations syriennes, réfugiées ou déplacées au Liban, rentrent dans des systèmes d'éducation informelle pendant une phase et ensuite tentent d'intégrer le système scolaire libanais. Sauf que le système public libanais n'apporte pas toutes les garanties, puisque le privé est très développé au Liban. Est-ce que vous pensez pas, je ne sais pas quelles sont les mesures à mettre en place pour que finalement développer une nouvelle génération, ne pas avoir cette génération perdue, et plutôt voir une génération avec de nouvelles idées, éduquée plus à la paix plutôt qu'à la guerre? Je ne sais pas donc concrètement quelles pourraient être les mesures, et je ne sais pas si vous avez des idées, vous, sur le sujet. Merci. Je n'ai pas beaucoup d'idées sur ce sujet. Je sais que certaines ONG ont construit des écoles pour les réfugiés syriens, mais ce n'est pas suffisant. Il y a les ONG laïques, mais il y a des ONG à caractère religieux du Golfe et un peu partout
qui change le système d'éducation, c'est-à-dire que qui éduque une certaine idéologie radicale religieuse, qui à long terme va faire un produit négatif. Au moins l'école publique libanaise, malgré le fait qu'elle est maintenant en régression, je ne vais pas maintenant énoncer pourquoi elle est en régression, mais au moins elle satisfait, au moins elle garde un certain éducation acceptable pour ce réfugié syrien. Il faudrait faire beaucoup plus d'efforts. Merci. Ne pensez-vous pas que le système politique libanais, au-delà de la crise actuelle, au-delà de la paralysie au niveau des institutions, est en train d'agoniser? C'est un système qui était conçu pour une certaine parité musulmane, chrétienne, d'un côté. Toute l'idée consociative, c'était que personne ne peut imposer un choix. Sauf que maintenant, pour des raisons démographiques évidentes, on n'est plus dans une parité musulmane chrétienne, on est plutôt dans une confrontation sunnite-chiite en face de laquelle les chrétiens sont divisés. Donc on n'arrive plus ni à élire un président, il n'y a pas de parlement capable de se mettre d'accord sur une loi électorale, on ne peut pas non plus voir un gouvernement efficace dans tous les sens, il n'y a pas un État central au niveau de la décision de guerre et de paix, c'est une milice communautaire qui l'impose. Donc je pense que la formule libanaise n'arrive plus à se renouveler et ça peut continuer même s'il n'y a pas des crises dans la région. Il y a des facteurs internes qui rendent le système politique incapable de gérer les crises et de les absorber. Donc je pense qu'on est en fin d'une phase historique à ce niveau-là. Et je ne vois pas comment on va pouvoir continuer à maintenir ce même système en faisant des petites réformes là et là. Je pense qu'il faut, peut-être ça va être la génération de Teymour, mais je pense qu'on va penser à une nouvelle formule parce que là, je pense que c'est au-delà de ce qui se passe. C'est une impasse à tous les niveaux. La deuxième question par rapport à l'Iran, j'essaie d'être un peu plus optimiste. Si jamais les Iraniens obtiennent le 30 juin l'accord nucléaire technique, qui va peut-être, pendant 10 ans, on ne va pas parler de la bombe, mais on va parler d'un nucléaire, disons, civil, etc. Fin de sanctions. Les Iraniens sont moins inquiets, moins crispés. Ils ont déjà gagné l'Irak. Pour des différentes raisons, vous avez évoqué le sud à majorité chiite, les Kurdes. Il y a la Syrie où ils ne peuvent pas gagner pour des raisons démographiques, militaires, économiques, pour toutes raisons. Ça peut prendre du temps, ça peut causer des malheurs encore, mais ils n'ont aucune chance de le remporter à long terme. Est-ce que cela va peut-être les pousser à penser la région différemment, à les calmer un peu? Ils ont moins peur d'une réaction israélienne, donc Hezbollah devient moins stratégique pour eux. De toute façon, ils représentent, disons, une grande communauté au Liban, donc il n'est pas inquiété non plus. Est-ce qu'ils vont s'acharner de la même manière avec laquelle aujourd'hui ils mènent les combats sur tous les fronts? J'essaie juste d'être plus optimiste, de penser que peut-être ils vont se calmer un peu. Écoutez, je ne sais pas si on peut maintenant s'amuser à lancer le slogan, la formule de changer le système politique. Vous savez, c'est l'impasse totale sur tous les plans. On avait essayé il y a quelques années, l'année passée je pense, de faire passer une loi pour le mariage civil facultatif. Et on n'a même pas réussi à faire ça. Alors, pour poser la question maintenant, pour changer tout le système politique, gardons les débris de Taïf, où il y a parité entre musulmans et chrétiens. C'est dans l'intérêt général des chrétiens. Okay. Je sais très bien que démographiquement, la démographie musulmane augmente au détriment des chrétiens. Mais au moins Taïf est une garantie. Gardons Taïf. N'essayons pas de trouver notre formule. Et qui va la faire maintenant? Pour l'Iran, écoutez, je ne suis pas expert en Iran. Bon, ils ont gagné. Moi, je pense qu'ils ont gagné. Peut-être qu'ils vont perdre en Syrie, j'ai bien dit à Basma, mais ils feront leur possible pour ce corridor, pour alimenter le Hezbollah au Liban. Ils peuvent le faire aussi par mer. S'il y a aussi un résidu alawite quelque part, ils peuvent le faire par mer. Mais bon, et par air aussi, ils utilisent leurs avions. Mais bon, le vide arabe était rempli, j'aurais bien dit, je répète, enfin, ça me rappelle
Ça m'appelle la revanche de Cyrus sur Khalid ibn Walid, le grand génie militaire à l'époque des conquêtes arabes, qui a battu et Byzantins et Perses. Ça, c'est ma vision historique. Le reste, vraiment, je ne suis pas expert dans la complexité de la société iranienne, et le reste, ça me dépasse. Je suis frappé qu'on parle du Liban comme si c'était un pays en effondrement. Mais paradoxalement, ce pays fragile dont le système est au bout du rouleau, pour suivre Ziad, c'est le seul de la région qui résiste à la mode de la guerre civile depuis longtemps maintenant. Oui, il l'a eu. Non, mais je veux dire, quand on regarde le Proche-Orient, Syrie, Irak, Palestine, Yémen, on est quand même frappé qu'au Liban, on n'est pas dans ce contexte-là. Et même l'idée que tout serait bloqué, est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai l'impression que si l'élection présidentielle est bloquée, donc le Liban fait la preuve qu'on peut se passer d'un président, comme la Belgique avait fait la preuve qu'on peut se passer d'un gouvernement. En revanche, j'ai l'impression que toute une série de questions se règlent. Par exemple, les nominations sécuritaires, le responsable de la sûreté nationale, tout ça, ça finit par se régler, j'ai l'impression, non? C'est-à-dire que maintenant, on a un enjeu, vous savez, ça fonctionne sans président. Ce n'est pas un constat d'échec, ça fonctionne, lentement, mais ça fonctionne. Maintenant, il y a une épreuve pour la nomination, ou bien la prorogation du commandant en chef de l'armée, ou bien la nomination d'un nouveau commandant en chef de l'armée. Je ne peux pas vous répondre maintenant, je ne sais pas. Ça dépend de l'attitude du général et du Hezbollah. Okay. On verra. Mais il y aura toujours à la dernière minute un compromis. Plus ou moins, je ne suis pas aussi pessimiste comme a dit M. Vidal. Ça marche. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour, merci. J'aurais voulu savoir quel avenir vous voyez pour l'État islamique, ce nouvel acteur qui a surgi de manière assez étrange, qui est tout de même soutenu et qui arrive à vendre son pétrole, on ne sait trop comment, avec des armes venues aussi du ciel, et donc et qui présente dans cet affrontement entre chiites et sunnites une image particulièrement déplorable, disons, des sunnites, ce qui est tout de même assez nouveau dans une région où il y avait une tendance à les voir comme majoritaires malgré tout. Et donc, comment voyez-vous, disons, le rôle qu'il semble prendre? Jusqu'où peut-il aller? Peut-il aller jusqu'aux frontières libanaises? Donc, dans l'équilibre nouveau qu'il s'instaurera, où le mettez-vous? Merci. Écoutez, madame, je ne comprends pas pourquoi. J'avais bien dit au départ qu'il y a théoriquement une coalition de 60 pays qui sont en train théoriquement de bombarder ou bien de battre cet État islamique. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement, mais l'État islamique avance. Bon, et avance en Irak et même aux frontières quand le régime syrien le veut, aux frontières de Yarmouk et même aux frontières du Kalamoun. Alors il y a un mystère, il y a un mystère que je ne comprends pas. Ils ont des armes, ils sont ravitaillés, il y a des milliers de musulmans européens, d'origine européenne et arabe qui s'infiltrent. Bon, ils voudraient bien s'infiltrer de quelque part. Bon, peut-être il y a des frontières poreuses. Quelles sont les frontières poreuses? Il y a un peu les frontières de Jordanie, plus ou moins, les frontières turques. Mais il existe et il fait des ravages. Alors, où est la coalition? Je ne comprends pas. Parfois, on entend des bombardements, parfois, on n'entend rien du tout. Alors, ça c'est un mystère pour moi. On dirait que ça... Je ne vais pas me lancer dans la théorie de conspiration. On dirait que cet État a été créé, s'est développé pour certains intérêts. Je ne sais pas, peut-être aussi quelque part. C'est... Quand on remonte un peu à l'histoire... Quand il y avait les Ottomans, les Perses, bon, quand ils ont signé la paix au XVIIe siècle, je pense, la paix de Caldéran, bon, ils s'affrontaient par facteurs interposés en terre arabe. Alors, je ne sais pas si aussi c'est un facteur turc pour un peu contrecarrer l'influence iranienne. Vraiment, je ne sais pas. Ça me dépasse. D'autres questions, oui.
Merci beaucoup. Pourquoi vous n'êtes pas expert de la société iranienne? Pourquoi vous n'êtes pas expert de la société iranienne? Mais quand maintenant... Oui, mais je continue ma question. Quand on parle de Wilayat al-Faqih, le gouvernement de Turc qui gouverne la guerre et la paix au Liban, quand les Iraniens eux-mêmes, ils disent que Bachar al-Assad, c'est le maire de 35e département iranien, quand le Houthi formé par le régime iranien. Mais là, il y a un mouvement rationnel iranien dans le diaspora, même il y a un Nobel iranien, Shirin Abadi, je pense. Pourquoi il n'y a pas de discussion? Pourquoi il n'y a pas de lecture internationaliste de problème de la région entre arabes et persans et turcs, au-delà des problèmes confessionnels? Je n'ai pas dit que je n'étais pas expert. Je n'étais pas expert dans les structures profondes de l'Empire perse, entre les moullahs et le reste. Je sais que la société là-bas aussi en a marre, un peu plus ou moins ras-le-bol, d'être gouvernée par le noir chaque jour. Ok, elle veut bien, elle est plus ou moins, elle penche vers l'Occident, je pense. Ok, mais j'ai bien dit qu'ils avaient une politique expansionniste. Ils sont au Liban, ils sont au Yémen, ils sont en Irak et ils sont en Syrie. Vont-ils durer en Syrie, oui ou non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ils sont là. Ils remplissent le vide qu'avait à un moment donné, où les Arabes étaient. Les Arabes aussi, c'est grâce, les Arabes. Quand il y a eu l'Irak qui s'est disloqué, ça entraîne la dislocation de tout le reste. Et l'Égypte n'est pas capable maintenant de faire une contrepartie. Pas capable, avec ses problèmes multiples et économiques et terroristes, n'est pas capable. Alors maintenant, ceux qui en profitent. Et ils sont patients. Les Iraniens sont patients. Ils sont quoi? Une de leurs spécialités, c'est faire des tapis. Ils peuvent faire un tapis de 1 km et un tapis de 20 mètres. Mais ça patiente. Ils sont très patients. Ils sont très diplomates, perfidement diplomates. D'autres questions? Oui. D'après vous, quel sera le sort du Hezbollah au Liban après le triomphe de la révolution syrienne et la chute du régime de Bachar al-Assad? Attendons le triomphe de la révolution et ils vont triompher. Et après on verra. On verra s'ils peuvent mettre de l'eau dans leur vin. Parce que vraiment ce n'est pas possible. Écoutez, parlons sérieusement. C'est un mouvement qui a une crédibilité pour ce qui est de la résistance anti-israélienne. Très bien. Mais qui s'est décrédibilisé quand il a joint les rangs d'un oppresseur contre tout un peuple. Et là, c'est un antagonisme que je ne comprends pas. Mais ça fait partie de la dimension, quelque part, politique et confessionnelle. Alors, on verra après le triomphe de la révolution syrienne. D'autres questions? Avant de parler de Timour. Non? Alors, est-ce qu'on peut être retraité ou semi-retraité quand on dirige la communauté druze libanaise et qu'on préside le Parti socialiste progressiste? Voilà. Tout à l'heure, quand nous étions entre nous, vous aviez l'air très content de cette passation. Écoutez, c'est la première fois dans l'histoire du Jumblat qu'il y a une passation avant d'être assassiné. Bon, depuis mon grand-père jusqu'à mon père, c'est bien, non? OK. Et puis maintenant, mon fils, il a 35 ans. Bon, c'est maintenant à lui de savoir, de continuer, que Muhtara soit ouverte à tout le monde, reçoit tout le monde, et comment dirais-je, le rôle historique de Muhtara, de la coexistence, du dialogue, d'offrir les services possibles aux gens de la montagne et un peu à tout le monde. Okay. Je serai toujours le chef du parti progressiste socialiste. Enfin, il faut le moderniser aussi, le parti. Il faut un peu le moderniser parce que la guerre a beaucoup fait le parti en état de régression. Et puis maintenant, je constate, là, il n'y a pas de jeunes adeptes. On est tous devenus un peu vieux. Voilà, bon. Et puis maintenant, dans ce monde actuel d'Internet et le reste...
Socialiste, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ça aussi, la mondialisation nous a entraînés dans autre chose. Socialiste, communiste, il ne reste plus rien. C'était le rêve de Kamal Jumblat, il n'a pas pu l'actualiser. Mais je serai à la retraite, j'ai encore du travail pour protéger l'environnement. J'essaierai de faire protéger ce qui reste de l'ancien Beyrouth. Bon, la montagne, un peu, il y a encore des parties belles de la montagne. Au moins ça, j'ai encore un peu travaillé et j'ai encore à Mourtara des travaux de restauration. Alors, mais je ne ferai pas ombrage à mon fils, il a sa voix. Merci beaucoup. Plus de questions? Si? Madame, une dernière question, oui. Oui, juste une. C'est-à-dire que c'est vrai que dans ce système du gouvernement, ils sont obligés de beaucoup dialoguer pour éviter qu'il y ait des guerres civiles, en fait, les membres du gouvernement libanais. Hein? Non? Non, oui. Donc la question étant que, en fait, il faut avoir, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut avoir des capacités incroyables de dialogue entre les divers représentants des communautés pour qu'ils se mettent d'accord et en fait et qui permettent d'éviter qu'il y ait des répétitions de guerres civiles. Je ne vois pas le scénario de guerre civile. Je ne vois pas du tout ça, madame. Je suis optimiste au moins sur ce plan-là. Oui. Je ne vois pas de guerre civile. La guerre civile a été engendrée par des facteurs régionaux et internationaux à un moment donné. Je ne vois pas une guerre civile. Et je crois aussi, malgré tout, que la majorité des Libanais, quelque part, ont la mémoire de ce qui s'est passé. Même les jeunes ont la mémoire. C'est pour ça que le dialogue est intéressant et fructueux, je pense. Est vital, oui. Mais je ne vois pas de guerre civile. Non, ça c'est un peu trop dramatisé. Bon, mais il me reste à remercier beaucoup Walid Jumblat d'avoir été parmi nous.